Ok. D'accord. Donc, bonjour à toutes et à tous. Le groupe IHE est heureux de vous accueillir dans ce webinaire qui porte sur le programme Tunisian Smart Cities. Un véritable levier pour les économies locales. Je remercie d'abord toutes les personnes qui sont en train de nous suivre, soit sur notre page, nos pages plutôt live, soit Facebook, soit LinkedIn. Je remercie également notre invité, Monsieur Borhan Dawadi, ancien chef de projet au sein du groupe Coplan Ingénierie, président fondateur, excusez-moi, de l'association Deserve 2050 et président de l'association Tunisian Smart Cities. Et comme modérateur, bien évidemment, moi-même, Monsieur Noël Hichem, enseignant universitaire et responsable accréditation et certification au sein de l'IHE. Mais avant de céder la parole à notre cher invité, je vais commencer par une petite présentation de l'IHE. L'IHET couvre comme je viens de le dire, là c'est au niveau présentation, l'IHET couvre plusieurs domaines de spécialité, en l'occurrence la gestion, l'économie, le droit et l'informatique, en termes de licence, et pour les masters, donc finance, marketing, management, comptabilité, droit et informatique. L'IHET est une université privée d'enseignement supérieur et de recherche interdisciplinaire, fondée en 1998, implantée à Tunis, Bruxelles, Paris, Dakar et Abidjan. Constituée de 9 instituts, dont 5 campus en Tunisie et 4 à l'étranger. Compte à peu près 4250 étudiants qui suivent un cursus dans 12 licences, 16 masters, 6 MBA, 6 bachelors et 3 DBA, et 5 cursus d'ingénieurs. Avec un taux d'employabilité de 94%, qui évidemment valorise le niveau d'enseignement à l'IHE. Le groupe IHE aussi étant conscient et afin de garantir la qualité, la performance et l'efficience de ces institutions, a mis l'accent sur l'accréditation et la labellisation de ces diplômes à travers la CSB, le CBE, l'AEF, donc l'Agence universitaire de la francophonie, et l'IAE, donc International Association of Universities. La force de l'IHE aussi réside dans ses partenaires. À titre indicatif, l'Université Lyon 3 Jean Moulin, l'ISTEC aussi, et j'en passe, comme vous le voyez, il y a tellement de partenaires et on est très content d'avoir ces partenaires-là. Sinon aussi, l'IHE, c'est la formation continue. Et donc, diverses formations sont offertes à l'instar de l'exécutif MBA, donc à travers l'IAE Paris. Sinon, la MIB Santé, donc le Master International Business Santé. Et pour clôturer donc cette présentation, je vais terminer avec la certification. L'IHE, consciente de l'atout majeur des certificats, propose donc diverses formations générales et techniques à travers, bien sûr, ces différents partenaires et en proposant des certifications aussi à l'industriel, professionnel, autrement dit, à travers son centre, à travers le partenariat PearsonView. Les partenaires aussi, TOEIC, TFI, l'Université of Cambridge, Oracle, Microsoft Image Academy, Cisco, et pour terminer avec C2I. Et bien évidemment, pour clore cette présentation, je passe directement la parole à notre cher Si Borhan Dawadi. Et voilà, donc Si Borhan, je pense que vous avez la main, allez-y.
Marhaba bikoum Eskol, merci beaucoup pour cette introduction. Avant tout, et avant de mettre la présentation, en fait, qui est un peu particulière, puisqu'aujourd'hui, ma présentation sera un peu guidée par notre support, notre support méthodologique de mise en place et d'implémentation des Smart Cities en Tunisie. Il y a une avant-première, donc on présente ça en avant-première. Donc, on va essayer de le feuilleter rapidement et qui servira de support dans le cadre de ma présentation. Mais avant de commencer, je voudrais quand même remercier l'IHE pour la confiance, mais pas uniquement pour l'invitation aujourd'hui. En fait, je voudrais rappeler que l'IHE était le premier établissement d'enseignement supérieur privé à avoir fait confiance au programme Smart City quand il y avait des petits jeunes en 2017 en train de monter le gros événement Bizerte Smart City à l'époque. Et c'était l'IHE parmi les gens qui nous ont permis de réaliser cet événement. Ils ont subventionné une bonne partie de l'événement à hauteur de, je dirais le chiffre, c'est pas grave, comme ça donne un peu une idée. À l'époque, c'était environ 15 000 dinars. Donc, on remercie encore une fois parce que vous nous avez aussi permis de lancer cette opération. Et c'est pour ça qu'avec plaisir aujourd'hui, et c'est un double plaisir de vous présenter d'abord l'état d'avancement et encore une fois de vous présenter, de servir un peu et de partager mon expérience et notre expérience avec vos auditrices et auditeurs et aussi vos étudiants. Alors, je vais essayer de partager le document. Je pense que vous le voyez là sur l'écran, sur mon écran. Absolument, absolument. Très bien. Alors, du coup, je vais me présenter moi-même assez rapidement. Donc, je suis Boren Dawadi, je suis architecte de formation, je suis urbaniste également, et j'ai fait un master à Euromed Marseille. Maintenant, elle s'appelle Cage, l'école de commerce de Marseille, dans tout ce qui est immobilier et politique urbaine. Quand on dit immobilier et politique urbaine, c'est-à-dire on arrive avec notre background d'architecte et d'urbaniste de développer un territoire à travers de l'aménagement urbain, du développement urbain, du renouvellement urbain. Et puisque, comme on dit, quand le bâtiment marche, il y a tout qui marche derrière. Donc, on essaye en fait de créer des bouts de ville et de créer de la ville et des fois de la reconstruire sur elle-même en respectant bien sûr l'environnement et en respectant la planète. Alors, pour la présentation d'aujourd'hui, je vais vous parler rapidement de ce que c'est le programme Smart City en Tunisie, comment il a été créé, comment il a été monté de toutes pièces et comment ce programme porté par la société civile a embarqué autour de lui et avec lui les autorités locales, les autorités centrales et les autorités régionales, bien entendu. Et on en a fait aujourd'hui un programme national qui est parti, bien sûr, d'une ville qui s'appelle Bizerte, qu'on connaît tous. Alors, donc ça, c'est la première partie de ma présentation. La deuxième partie, on va parler du guide. Il s'appelle Guide méthodologique de mise en place d'une démarche Smart City en Tunisie. C'est un document qui est censé évoluer dans le temps et évoluer surtout avec les réflexions des uns et des autres. Et c'est un document qui est censé évoluer avec les collectivités locales. Chaque Smart City, pour nous, en Tunisie ou ailleurs d'ailleurs dans le monde, doit créer son propre modèle. Il n'y a pas de formule toute faite, toute prête, et on va arriver. En fait, ce n'est pas un système d'information qu'on vend, contrairement à ce qu'on imagine. On croit que la Smart City, c'est des solutions technologiques, c'est que des drones, c'est des trucs, c'est de la technologie, c'est des logiciels. Non, la Smart City, c'est un tout. C'est un Smart Citizen, c'est un citoyen intelligent, c'est une ville intelligente par ses aménagements, par ses bâtiments, par son aménagement. Et après, la technologie n'est qu'un outil pour servir le citoyen et faciliter sa vie dans sa ville ou dans son village. C'est comme ça d'ailleurs qu'on aborde, nous, l'histoire de la Smart City. On l'aborde en tant qu'urbaniste et non pas en tant qu'intégrateur télécom ou en tant qu'intégrateur téléphonique. Donc, c'est un peu dans cet esprit-là qu'on travaille. Alors, pourquoi on parle de localité et on parle de chaque territoire et chaque localité et chaque ville doit créer son propre modèle? Parce que tout simplement, on est en plein décentralisation. On est en train d'essuyer les plâtres
de la décentralisation et les communes aujourd'hui doivent apprendre à monter leurs propres projets et à développer leur propre territoire en fonction, encore une fois, des attentes des citoyens et non pas les attentes des élus. C'est ça qu'il faudrait. D'ailleurs, les démarches Smart City qu'on présente, c'est des démarches qui sont co-construites essentiellement avec des séries et des séries de concertations publiques pour que les citoyens puissent définir le visage de leur ville à l'horizon 2030, 2040, 2050. Bon, donc du coup, avant de commencer, je vais évoquer avec vous les axes sur lesquels on aborde les Smart Cities d'une manière générale. Nous, en tant qu'association Tunisian Smart Cities. Donc, on parle de la gouvernance, on parle de la santé, et on est plein dedans là avec ce qui se passe au niveau du Covid. On parle de la sécurité, on parle de l'éducation et la culture. Vous qui êtes un établissement d'éducation, finalement, hein, une université. On parle de communication intelligente avec l'ère des réseaux sociaux, donc il va falloir qu'on arrive tous à communiquer d'une manière intelligente. Et on parle d'alimentation, on parle de nourriture, on parle de semences, on parle de ce genre de choses, en tout cas dans le volet alimentation, qui est quelque chose de très important dans notre vie. On parle de commerce, de tourisme, d'une manière générale. On parle d'énergie, on parle d'aménagement urbain et de logement, et on parle de mobilité. C'est les axes, en fait, sur lesquels on travaille d'une manière générale et que chaque pôle est géré par des partenaires publics, partenaires privés, des associations spécialisées, beaucoup plus spécialisées que nous dans des domaines bien définis, et on essaye de développer autour de ça les activités autour des Smart Cities. Donc, le programme Tunisian Smart Cities, donc, comment il a commencé? Il a commencé avec une initiative plutôt citoyenne 2009, avant même la révolution, à travers un groupe de jeunes qui a décidé de rêver sa ville qui s'appelle Bizerte. Donc, on a essayé de monter ce qu'on appelle un plan vision 2050, qu'on a appelé plus tard master plan programmatique de la ville de Bizerte à l'horizon 2050. Et on a essayé de modéliser la ville de Bizerte à l'horizon 2050 à travers plusieurs attentes et plusieurs besoins exprimés par les citoyens et par les autorités et par les gens avec qui on a pu discuter à l'époque. Et on a produit un support qui vaut ce qu'il vaut, mais en tout cas, il a le mérite d'exister. Ce support-là intègre l'ensemble, je vais vous le montrer rapidement. Voilà, ce support-là qu'on voit ici, il intègre l'ensemble des besoins d'une ville dans 10, 15, 20, 30, 40, 50 ans même. Mobilité, besoin en eau, besoin en stationnement, besoin en urbanisation, besoin en espace vert, concept paysager, concept architectural. Donc tout ça, c'est des aspects qui ont été étudiés et abordés et inscrits dans ce plan masse qui intègre 17 zones d'aménagement concertées et 43 programmes environ. Vous imaginez bien que c'est un travail de 4 ans. Bien sûr, il n'y a pas tout là, vous n'avez que le plan. C'est un travail de 4 ans qui résume toute une réflexion autour d'un rêve pour une ville. Comment on rêve notre ville à l'horizon 2040-2050. Et c'est pour ça qu'on a présenté ce document. Et c'est ce document qui nous a permis, en fait, par la suite, de bâtir l'ensemble de la stratégie derrière pour pouvoir l'implémenter sur le terrain à travers des phases. Et ces phases, vous allez voir par la suite, dans le cadre de l'éligibilité, on les répartit sur 30 ans, en commençant par, bien sûr, les mandats quinquennaux qui arrivent avec les élections. Donc voilà, donc ça c'est un peu l'idée de comment il a démarré le programme Smart City en Tunisie. Donc c'était à Bizerte. Et en plus, on a été confronté face à un problème juridique. Qui c'est qui peut porter ce genre de programme en Tunisie? Quel ministère? Quelle institution? Quel organisme? Donc tout ça, c'était des grandes questions pour lesquelles on a eu des réponses par la suite, parce qu'on s'est dit, on ne peut pas faire un projet de Smart City uniquement à Bizerte, il faudrait que ça devienne une dynamique nationale. Il faudrait que chaque ville, petite, grande, moyenne, chaque village peut et doit inventer et créer
son propre modèle de ville. C'est ça la démarche qu'on a, c'est ça la première décision qu'on avait prise. On ne voulait pas faire un POC ou un pilote à Bizerte et trouver des financements et récupérer des terrains et faire un grand projet à Bizerte et laisser les autres regarder, sachant que ils vont être contents, certes, d'avoir vu quelque chose d'original dans une ville tunisienne qui est à Bizerte, mais ils voudront avoir leur propre projet aussi, quoi. C'est pour ça qu'on a créé l'association tunisienne Smart Cities et qu'on a monté ce qu'on appelle les caravanes de sensibilisation et de création de périmètres Smart City un peu partout en Tunisie, mais à chaque fois avec les autorités locales et avec les municipalités qui doivent porter leur propre projet. Alors, pour ces municipalités, on en est arrivé à la chose suivante. Donc, du coup, là, je vais parler de la troisième partie de mon intervention, qui est celle du cadre d'éligibilité des villes tunisiennes pour intégrer ce programme. Quand on fait généralement des plans quinquennaux que l'État a fait aujourd'hui, c'est une succession de projets qui sont exprimés par les uns et les autres. Nous, ce qu'on fait à travers les projets comme programme, on met en place des schémas de cohérence territoriale. Le but, c'est pas d'être bon partout. Donc, sur l'ensemble du territoire, on essaye de voir, de faire en sorte à ce que chaque ville se spécialise sur 1, 2, 3, 4 axes maximum et que le tout fait une grosse unité hyper complète. On ne peut pas être bon partout. On ne peut pas avoir des industries à Tozeur. On ne peut pas avoir de l'agriculture je ne sais pas où, à Tunis. On peut pas être bon partout de toute façon, quoi. Donc, à un certain moment, on s'est dit, on va mettre en place un cadre d'éligibilité et c'est ce cadre-là qui va nous permettre de développer nos territoires. Parce que, imaginons, chaque ville ait son propre périmètre Smart City. Donc, si on prend les 24 grandes villes en Tunisie, on va avoir 24 périmètres Smart City. Si on prend les 50 premières villes, et c'est notre objectif, d'ailleurs, on en a visité déjà plus de 60 villes, 60 communes. Donc, on aura 50 périmètres Smart City. 50 périmètres Smart City, c'est des milliers et des milliers d'emplois à créer. C'est des milliers et de milliers de mètres carrés à développer. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, quand le bâtiment marche, quand l'aménagement marche, il y a toute l'économie qui marche derrière. D'où l'impact très important de ce genre d'initiative sur les économies locales liées au renouvellement urbain, liées au développement maîtrisé du territoire et non pas le développement subi tel qu'on est en train de le vivre aujourd'hui. Donc, je commence par le premier critère d'éligibilité. Donc, nous, en tant qu'association Tunisian Smart Cities, avec nos partenaires, bien sûr, qui sont les différents ministères concernés et l'Institut tunisien des études stratégiques, on définit et on demande plutôt à ce que les villes, premier critère, que les villes puissent définir une vision territoriale concertée, matérialisée par le support que je vous ai montré tout à l'heure, qui est le master plan programmatique de la ville à l'horizon 2050-2100. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire qu'on ne peut pas admettre qu'un maire, qu'un président de municipalité n'ait pas un plan vision dans son bureau. C'est inadmissible. On ne peut pas ne pas imaginer un maire d'une commune aujourd'hui qui ne connaît pas la vision de sa commune, qui n'a pas bâti avec ses populations, avec la population locale, leur propre vision, et il ne l'a pas matérialisé avec un support. Ça, c'est un support qui est indispensable pour pouvoir se projeter. Et quand on dit concerter, c'est-à-dire réaliser avec tout le monde, avec plusieurs concertations publiques pour qu'il soit approprié par tout le monde. Un politique est là pour répondre aux besoins d'une population, pas pour imposer ses idées à lui à une population. Donc, ce master plan, ce support, doit définir exactement les besoins de la population et indépendamment des élections, indépendamment des mandats municipaux pour le moment. Donc, ça, c'est le premier critère d'éligibilité. Donc, la ville qui rentre dans le programme Tunisian Smart Cities, elle doit s'engager à réaliser l'ensemble de ces points, dont le premier que je viens de décrire. Le deuxième point qu'on demande, c'est la production d'un document stratégique, ville durable, ville intelligente, ville résiliente, à travers un planning de projet concerté, pareil, sur 30 ans, sous forme de catalogue évolutif. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, on ne peut plus, les municipalités aujourd'hui, ils gèrent un quotidien.
Un quotidien, malheureusement, qui les embarque dans des situations des fois très difficiles. Donc, le quotidien n'empêche pas la planification moyen terme, sur le moyen terme et sur le long terme. C'est pour ça qu'on distingue les deux activités. La mairie, elle a une administration pour gérer le quotidien avec quelques élus, mais elle a aussi des élus et elle peut se payer aussi des experts, elle peut se payer des étudiants, elle peut se payer des stagiaires, elle peut se payer beaucoup de ressources pour justement créer des projets et créer cette vision et créer ce qu'on appelle les catalogues de projets quinquennaux. Catalogue de projets quinquennaux, ça veut dire que c'est des projets qui vont suivre les différentes échéances électorales qui arrivent. On est d'accord pour la vision sur 30 ans, mais chaque 5 ans, on sait qu'on va pouvoir réaliser X projets. Et les gens qui ont élu un conseil municipal, ils vont pouvoir juger la performance de leurs élus. Chose qui ne se fait pas beaucoup en Tunisie, malheureusement, et ailleurs d'ailleurs. Du coup, avec ce genre de programme, avec le critère numéro 3 qu'on présente ici aux villes, on va pouvoir posséder des indicateurs de performance de nos élus pour pouvoir les réélire par la suite s'ils sont bons. Et bien, s'ils ne sont pas bons, et ben, on va pouvoir réélire d'autres personnes par la suite avec, encore une fois, des engagements qui sont précis et qui sont concertés. D'où l'importance de ce support. Alors, quand on dit catalogue de projets, ça veut dire planning et exécution. Donc, c'est pour ça aussi qu'à travers ce support-là, on arrive à mettre en place les plannings qui vont avec en fonction du quinquennat en question. Le point numéro 4. Le point numéro 4 concerne la production d'un schéma directeur des infrastructures numériques dans la ville. Covid, s'il n'y avait pas de connexion, qu'est-ce qu'on aurait fait s'il n'y avait pas Internet? S'il n'y avait pas Internet pendant cette crise du Covid, par exemple, comment on aurait pu communiquer, échanger? S'il n'y avait pas de jus, par exemple, si on avait eu, par exemple, une pandémie numérique, pas de connexion, pas de réseaux sociaux, rien du tout, quoi. Si on avait eu une pandémie énergétique, qu'est-ce qu'on aurait fait si on n'a pas de jus? Si on avait eu une pandémie, je sais pas, alimentaire ou un problème alimentaire ou une espèce de virus dans l'eau potable, qu'est-ce qu'on aurait fait? Qu'est-ce qu'on aurait fait, quoi? Ce genre de questions, on se les pose par la suite dans les points qui suivent, mais je vais commencer par la partie connectivité. Alors, quand je dis la production d'un schéma directeur des infrastructures numériques, c'est à double sens, c'est un double objectif. Premier objectif, c'est comment la ville, à travers le dimensionnement de sa population, c'est-à-dire un maire, à travers le premier point, est censé connaître les prévisions du développement de son territoire en matière de nombre d'habitants. Quand on connaît le nombre d'habitants, on connaît à peu près le nombre de foyers. Et quand on connaît le nombre de foyers et le nombre d'équipements ou le nombre de bureaux, on sait à peu près quels sont nos besoins en matière de connectivité. Aujourd'hui, il n'y a pas une synchronisation entre les opérateurs télécoms et le développement urbain. Donc, ce schéma directeur des infrastructures numériques, il va être superposé au schéma de développement urbain du territoire afin de pouvoir dimensionner les équipements et les infrastructures numériques qu'il faut pour éviter à chaque fois on casse les routes et on reprend. Et c'est valable pour tous les réseaux, ça, hein, pas que pour les télécommunications. Mais en même temps, d'organiser ces activités liées aux infrastructures numériques. Et l'impact économique sur le territoire peut être énorme si on arrive à associer la ville et les municipalités dont la réalisation est carrément la propriété de ces infrastructures numériques. Pourquoi nos villes tunisiennes ne sont pas propriétaires ou ne peuvent pas être propriétaires de leurs propres infrastructures numériques? On ne parle pas des câbles, on parle des fourreaux, on parle des passages. Au lieu de se coltiner à chaque fois un opérateur qui vient déposer une demande pour pouvoir casser la route que j'ai réalisée moi l'an dernier en tant que maire, et que derrière, il y a le premier opérateur qui passe, qui n'est pas d'accord avec le deuxième opérateur, qui passe aussi et qui me casse la route, et après, il me paye tout simplement une taxe liée au fait qu'ils ont cassé la route, et c'est tout. Il paye une fois. Pour nous, ça ne peut plus continuer comme ça. Un opérateur télécom doit absolument payer des redevances et des taxes de passage dans les villes, dans les communes,
par rapport à le nombre d'abonnés dans ce territoire-là. Si on a 1 million d'abonnés, tu as 1 dinar ou 2, tu as 3 dinars, j'en sais rien, par connexion, par abonnement, pardon, qui doit revenir à la ville et non pas à l'opérateur. Et donc, du coup, on essaye à travers ce programme d'apporter des revenus additionnels aux collectivités territoriales pour que celles-ci puissent mieux servir et éviter les fractures numériques dans les territoires, mais surtout, avoir des revenus additionnels et avoir un impact direct sur la population, puisque l'argent sera dépensé par la collectivité et non pas par l'opérateur télécom, qui lui fera des économies, puisqu'il n'a plus à faire des travaux de génie civil à chaque fois. Donc ça, c'est des éléments importants. Je sais que c'est un peu technique ce que je suis en train de dire, mais c'est très, très, très important pour résoudre le problème que vivent aujourd'hui les collectivités, quoi, qui est le problème des revenus matériels. Alors, la production d'un schéma directeur d'autoproduction des énergies renouvelables. On ne peut plus se permettre aujourd'hui, dans un pays comme la Tunisie, de ne pas utiliser le soleil, de ne pas utiliser le vent pour au moins éclairer l'espace public. Je veux dire, on est en train de jeter de l'argent par la fenêtre et surtout, on est en train de plomber le budget et alourdir le déficit de notre Société nationale d'électricité et de gaz. Donc ça, c'est important. On ne peut pas, un maire qui intègre le programme Smart City ne peut pas ne pas avoir un schéma directeur sur les infrastructures numériques, sur les énergies renouvelables, sur la production, sur l'autoproduction des énergies renouvelables. C'est inadmissible. Il ne peut pas rentrer de toute façon dans le programme. La production d'une carte communale de la biodiversité. Un des critères importants, ce qui s'est passé aujourd'hui, j'en suis pas un spécialiste, mais il y a un problème lié à l'environnement et lié à la biodiversité, quoi. Donc, comment réintégrer le paysage dans la ville? Comment réintégrer la faune et la flore dans la ville? Comment arborer et agresser la ville, limite. Le mot, il est peut-être inadéquat, mais il est important, il est significatif, pour dire qu'aujourd'hui, il va falloir agresser les villes par les espaces verts et non pas l'inverse, quoi. Il ne faudrait pas s'étaler sur les espaces verts. On l'a aujourd'hui, la construction. Il va falloir arborer, il va falloir réinvestir la ville, il va falloir qu'on revoie les cigales dans la ville et qu'on réentende les cigales dans la ville. Il va falloir qu'on revoie les oiseaux dans les villes. Il va falloir reprendre un peu tout ça et réfléchir à ce qu'on appelle une carte communale de la biodiversité. C'est des documents techniques, c'est des documents importants qui vont impacter l'acte d'aménagement dans le territoire en question. Je passe au point d'après qui est la mise en place d'une stratégie communale de lutte contre les changements climatiques. Bien sûr, on cite ces points qui correspondent à des sujets, à des grands sujets internationaux et à surtout des sujets qui relèvent de la stratégie nationale de lutte contre les changements climatiques pour laquelle notre gouvernement s'est engagé. Bien sûr, on fait tout ça au niveau communal, mais tout, bien sûr, rentre dans la ligne directrice des grandes orientations de l'État et du gouvernement. Ce n'est pas parce qu'on est en commune qu'on fait un peu ce qu'on veut. On fait ce qu'on veut pour prendre les décisions qui concernent le territoire, mais bien entendu, dans la logique de la politique de l'État, bien entendu. Après, on a un truc qu'on a vécu aujourd'hui avec le Covid, qui est la mise en place d'une stratégie communale de lutte contre les catastrophes naturelles et sanitaires. Alors, ce support, on l'a rajouté. Il n'y était pas dans nos cadres de réflexion. D'ailleurs, il y en avait 9 points au départ. On en a rajouté 5 pour atteindre les 14 par rapport aux enseignements qu'on a eu suite au Covid, justement. Parce que quand on s'est retrouvé face au Covid, les cellules de crise sont à gauche et à droite, les experts sortent dans tous les sens, ils sont tous experts et on est tous experts. Or, si on avait un support pour chaque ville qui parle, si on a des incendies, comment on agit, on intervient comment, qui c'est qu'on appelle, on peut réquisitionner quel matériel, tout est référencé avec les gens, avec les contacts. Si on a une catastrophe naturelle, un séisme, un truc, quelque chose d'aussi grave, on arrive à avoir un référentiel qui va nous permettre d'agir d'une manière intelligente, mais surtout rapide et efficace contre des catastrophes, y compris sanitaires,
par exemple, pour le Covid, si notre aéroport était bien équipé, si nos hôpitaux étaient bien équipés, si on avait toutes les bases de données possibles et imaginables, des gens qui font du matériel, des gens qui font de... J'en sais rien, tout ça, ça aurait été plus facile pour nous d'intervenir. Donc, c'est pour ça qu'on demande aujourd'hui aux communes d'avoir et de produire une espèce de carte communale qui va leur permettre de lutter contre les catastrophes naturelles et sanitaires. Le point numéro 9, qui est la production d'un schéma communal et intercommunal de la mobilité. Bien sûr, on ne peut pas parler de Smart City sans parler de mobilité. Et dans la mobilité, on a rajouté, bien entendu, le transport et la logistique urbaine. La logistique urbaine, quand un maire va dire, moi, je voudrais réduire l'impact carbone de ma collectivité, c'est un truc qui est très, très important. C'est un truc qui est très, très important pour nous, quoi. Donc, ça, c'est un élément qui est très important. Donc, du coup, à partir du moment où on a ces supports-là, on va se permettre derrière de réaliser d'autres types de supports qui vont impacter directement l'économie locale. Parce que tout ça, c'est des précautions, c'est des aménagements, c'est de la maintenance, c'est de l'entretien, c'est de la gestion maîtrisée des territoires et non pas la gestion subie. Ça, c'est très, très important pour nous. C'est l'anticipation et c'est l'utilisation, bien sûr, bien entendu, de la technologie pour la mise en place de l'ensemble de ces paramètres, quoi. Après, on parle tous de digitalisation. Et dans la partie digitalisation, je vais commencer par le point 10, qui est la production d'un plan local de sauvegarde et de valorisation du patrimoine. Alors, on parle souvent de Smart City, building, immeuble, aménagement hyper... et on parle pas trop de patrimoine. La Smart City, elle est là pour sauvegarder et mettre en valeur justement le patrimoine architectural et urbain. Et en aucun cas, elle est là pour détruire ce patrimoine et le remplacer par d'autres bâtiments, quoi. On fait certes du renouvellement urbain, on fait des opérations, très bien, mais en aucun cas, on impacte négativement le patrimoine architectural et le patrimoine urbain et notre patrimoine historique. Bien au contraire, on demande aux communes carrément de bien maîtriser ce patrimoine en le référençant et en ayant un programme de mise en valeur de ce dernier. Donc, par rapport à la digitalisation directement, donc la mise en place d'une démarche de dématérialisation et de digitalisation des municipalités, ça c'est un prérequis justement. Il va falloir que les communes qui intègrent notre programme puissent nous donner à quel moment ils passent au zéro papier, par exemple. À quel moment où tous les processus, tous les actes faits dans le cadre de la municipalité sont dématérialisés, quoi. Et ça, c'est des décisions très importantes. Et on a lu hier la décision, ou avant-hier, la décision du gouvernement de passer obligatoirement au permis de bâtir dématérialisé, quoi. Et ça, c'est une première étape. Mais il va falloir imaginer les 9 ou 8 services de municipalité qui sont complètement digitaux. Alors, il y a un élément qui vous concerne également au niveau de l'université, pour les gens qui font du marketing et qui font du développement, la mise en place d'une stratégie locale pour l'attractivité de la ville et le marketing territorial. On ne peut plus aujourd'hui, la ville la plus intelligente, c'est la ville qui est capable d'accueillir le maximum de talents. Et ça, c'est très important pour nous. Et pour accueillir le maximum de talents, il va falloir marketer son territoire, marketer sa ville. Et tout ça, c'est un métier. Et à travers cette démarche, on impose justement aux collectivités de créer ce genre de support et de s'appuyer sur des gens qui font du marketing et des gens qui vont se spécialiser par la suite dans tout ce qui est marketing territorial, bien entendu, qui est un métier d'avenir. Sur le point 13, et on finit avec le point 14, et on va essayer de reprendre les questions. Donc, sur le point 13, on parle d'indicateurs de performance. Tout à l'heure, j'ai parlé rapidement des indicateurs pour pouvoir juger le travail des élus. Ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui sur le plan politique,
c'est justement parce qu'il n'y a pas d'indicateur de performance. La démocratie, pour nous, s'arrête uniquement au niveau des urnes. Après les urnes, on ne sait pas. On ne sait pas qui fait quoi. On ne sait pas comment on va pouvoir juger les gens qu'on a élus. On ne sait pas. Donc, du coup, il est élu, il peut faire ce qu'il veut pendant 5 ans, et après, bon, bah, il est réélu, il n'est pas réélu, quoi. Mais entre-temps, c'est une succession de pertes parce qu'on n'a pas la possibilité de juger. Alors qu'un programme Smart City définit 132 indicateurs de performance. 132 indicateurs de performance d'une ville qui vont nous permettre de vérifier l'impact du travail des élus et de la collectivité sur l'axe énergie, sur l'axe urbain, sur l'axe santé, sur l'axe nourriture et qualité de vie, sur l'axe culture. Tous les axes qu'on a cités tout à l'heure, c'est des axes qui sont régis par une dizaine ou une quinzaine de critères d'évaluation et de performance en interne qui regroupent plus de 132 indicateurs de performance en tout. Ce qui va nous permettre d'une manière scientifique de gérer nos villes, quoi. Et encore une fois, de ne pas les subir. Et ça, c'est très important. Pour finir et clôturer cette démarche, qui est très importante, elle est un peu technique, certes, mais elle est profonde, quoi. Elle est profonde et elle va vraiment dans la volonté, elle traduit plutôt une volonté de transformation, une volonté de métamorphose, pas une volonté d'entretenir un bricolage institutionnel et institutionnalisé qui a été mené depuis un certain moment. Alors, la création d'une société de portage du programme Smart City local avec des capitaux mixtes publics-privés. Ça, c'est un élément aussi important pour nous parce qu'on ne peut pas faire tout ça, sans avoir une société de portage qui va gérer toute cette opération, quoi. On peut pas, nous, aujourd'hui, gérer tout ça en interne au niveau de la ville avec les structures et la structure qu'il y a. Il va falloir créer chaque ville qui veut disposer, qui veut rentrer dans le programme Smart City. Elle doit se trouver des partenaires privés. Elle doit se trouver d'autres partenaires publics, financiers et techniques. Des partenaires privés, pareil, financiers et techniques. Ça peut être des gens de différentes spécialités que j'ai citées. Et monter une task force locale qui sera transformée en une société d'études de l'initiative Smart City locale qui basculera en SA de portage de projets par la suite. Et ça, c'est des éléments très, très, très importants pour l'implémentation du programme Smart City. C'est ce qu'on a commencé à faire sur la ville de Bizerte. C'est ce qu'on essaye de faire et on a commencé déjà à faire sur la ville de Gabès. Et c'est ce qu'on est en train d'étudier sur la ville de Tunis à travers le grand projet des berges du lac de Tunis. Donc, du coup, je résume. Aujourd'hui, l'initiative Smart City en Tunisie, elle arrive aux fins de cycle associatif. Elle va basculer petit à petit vers le côté institutionnel et vers l'implémentation. On a fait 5 ans de recherche, 5-6 ans de recherche. On a fait 3 ans de vulgarisation, d'échange, de guéguerre, de compréhension, d'incompréhension. Et là, on arrive au cycle, à partir de 2020, dans notre planning, c'est le cycle d'implémentation. On va commencer à implémenter réellement. On a aujourd'hui 2 ans d'élus depuis les élections municipales. Donc, on a des élus aujourd'hui qui sont mûrs, plus mûrs, on va dire, qui ont compris beaucoup de choses, qui savent aujourd'hui qu'ils peuvent déclencher et démarrer des projets. Donc, sans trop tarder, je redonne la parole à Sylvain pour essayer d'engager l'échange. Merci beaucoup, Sébolène, pour la belle présentation et aussi pour les explications qui ont été claires. Toutefois, il y a quelques questions qui ont été bien sûr posées par quelques participants. Mais avant tout ça, je voudrais quand même moi aussi vous poser une question. Donc, ce que
Smart City, donc en quelque sorte, le but, c'est d'améliorer la qualité de vie des citoyens. Donc en renforçant le service et les infrastructures de base. Ma question est, étant donné que vous avez choisi BIZERT, et donc les axes qui ont été choisis, c'est l'agriculture, l'industrie et les technologies. Ma question, vous vous basez sur quoi afin de trancher sur les différents axes au niveau des différents, je ne sais pas, comme Gabès par exemple, quels sont les axes qui ont été choisis, c'était selon quoi, selon quelles normes, selon les spécificités de ces axes, selon quoi? D'accord. En fait, généralement, quand on a des points forts, on essaye de les développer. Donc, on essaye de travailler sur là où cette ville voudrait d'abord se positionner par rapport à ses moyens. Alors, les moyens, ça peut être des moyens naturels, géographiques, géologiques, naturels. BIZERT, par exemple, il y a l'eau, la forêt, l'agriculture. On ne peut pas ne pas imaginer un axe agritech et agriculture dans une région comme BIZERT, quoi. Pareil, l'industrie, quand on voit un peu le bassin industriel et la culture industrielle dans une ville comme dans une région comme BIZERT, autour du lac, on ne peut pas ne pas imaginer l'axe industrie. La partie technologique, elle est essentiellement due à un positionnement qui ne concerne pas la Tunisie uniquement, mais le positionnement géonumérique de la Tunisie par rapport aux câbles sous-marins qui passent en Méditerranée, quoi. Donc, on a un projet là-dessus qui nous a permis de choisir l'axe digital et data, et on en reparlera une autre fois, de la partie Data City qu'on est en train de développer, du concept de la Data City qu'on est en train de développer sur la région de BIZERT, quoi. Donc ça, c'est des éléments importants qu'on étudie. Donc en fait, en fonction des points forts d'un territoire, on choisit avec lui les axes de développement. C'est pas aléatoire, quoi. C'est pas non plus parce que je veux faire ça, on le fait, quoi. C'est là où on est bon, on essaye de développer là où on est bon et on essaye de se compléter au fur et à mesure. D'accord. Et pour un jeune qui voudra participer à ce programme, autrement dit le Tunisian SPAD, comment il fait? Est-ce que pour vous contacter, pour je ne sais pas moi, pour offrir, on va dire, comment ça se fait? Alors là, je vais vous renvoyer à la caravane nationale Tunisian Smart Cities. Quand on a vu qu'on ne peut pas faire un projet à BIZERT uniquement et le développer à BIZERT uniquement, en fait, on pouvait le faire, mais on va faire des POC. On va faire des petites interventions, petites rues, petits jardins, petits trucs. Mais ça va être qu'à BIZERT, quoi. Et si on veut faire un grand projet, il nous faut une loi. Et la loi, on ne peut pas la faire pour une seule ville qui s'appelle BIZERT. On doit la faire au niveau national. Absolument. Donc, on doit aller demander et bâtir une loi avec des députés. Absolument. Et à BIZERT, j'en ai 9 de députés. J'en ai 9. D'accord. Il en faut 50 députés pour faire une bonne loi qui est bien soutenue, quoi. Avec du lobbying derrière, avec des… Et donc, c'est pour ça que chaque maire doit porter un projet, associer ses propres députés, parce que moi, je suis certes à plein temps pour l'association, mais je ne peux pas faire le travail de l'État. Je n'ai pas le possibilité de réunir tout le monde en même temps. Voilà. Donc, du coup, on fait ça d'une manière un peu intelligente pour que chaque député est obligé de porter son programme Smart City local. Comme ça, le jour où on dépose, où on prépare un projet de loi dans ce sens, il est porté par les députés des différentes régions concernées. Et c'est pour ça qu'on touche toutes les régions aussi, quoi. D'accord, merci. Au fait, je reviens sur les questions qui ont été posées. Donc là, par Madame Feriel Belmosla, le concept de Smart City en Tunisie n'est-il pas une tâche ardue au regard d'un développement urbain qui est caractérisé par une dégradation des services publics, une pollution accrue, une augmentation du chômage, etc. Alors, pour le développement urbain, la dégradation des services publics, c'en est une résultante. Ce qu'on est en train de voir aujourd'hui en bazar et en anarchie, justement, c'est la dégradation des services publics. C'est dû à la dégradation des services publics. C'est que quand tu as un permis de bâtir qui n'est pas respecté,
et quand tu as un permis d'aménager qui n'est pas respecté, et quand tu as une constructibilité qui est éclatée dans un territoire, et quand les besoins calculés par rapport au permis de bâtir réglementaire n'a pas été respecté, et bien forcément derrière, on va se trouver dans une pollution accrue, et on va se retrouver dans un environnement qui n'est pas bon, et on va se retrouver dans un déséquilibre territorial, et on va retomber dans le chômage qui est aussi dû à d'autres facteurs, bien entendu, liés à l'enseignement, l'éducation, ça c'est autre chose. Mais pour nous, la Smart City, c'est justement la solution, puisqu'on l'aborde de toute façon par la base. Et la base, c'est l'aménagement du territoire. Donc, quand on sait où on va et on maîtrise nos actions et on connaît nos prévisions, et je sais, moi, que Bizerte aura en 2040 ou en 2045 500 000 habitants. Tout ce que je fais aujourd'hui, il va être calibré pour ces 500 000 habitants. Et non pas pour 200. Après, je me retrouve dans l'obligation de casser la moitié d'un quartier pour faire un bassin de rétention. Parce que quand il pleut un peu, je ne peux plus bouger, quoi. Et je ne peux pas non plus utiliser la technologie et mettre des capteurs partout comme les gens pensent pouvoir le faire, alors qu'à la première pluie, il n'y a plus rien. Donc tout ça, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, quoi. Je comprends sa question et son inquiétude, mais Madame Ferriel, on commence ou on ne commence pas? Le mal est fait déjà aujourd'hui. Est-ce qu'on va l'attendre? Est-ce qu'on va l'attendre qu'il va se continuer à se propager le virus, entre guillemets, de l'anarchie de cette manière? Ou on va se dire, on va commencer périmètre par périmètre. On se dit, voilà, d'ailleurs, la philosophie est là-dedans. Chaque permis de construire, chaque permis de bâtir dans une ville qui intègre le programme Smart City doit être sous cahier de charge Smart City. Cahier de charge Smart City, ça respecte tout. Dedans, il y a tout ce qu'on a envie de voir, quoi. Tout ce que je vois, moi, ici, à côté de moi, à Aix-en-Provence, ou à Marseille, ou à Lyon, ou à Grenoble, ou à Milan, quoi. Voilà, c'est des vraies villes, quoi. C'est des vraies villes maîtrisées. C'est pas le bazar. On fait pas ce qu'on veut dans une ville. Voilà, donc ça viendra petit à petit, quoi. Donc, du coup, madame, encore une fois, merci pour votre question, mais à un certain moment, il va falloir commencer. Et nous, on a décidé de commencer. Et justement, pour rejoindre un peu les questions, les jeunes doivent porter et aider à porter leur initiative Smart City locale, d'une manière générale. Donc, ils doivent se renseigner auprès de nous. Quels sont les gens qui portent l'initiative? Par exemple, vous avez des jeunes certainement de Terouan, de Kasserine, de Béja, de Bizerte. Chacun doit intégrer sa propre Smart City locale. Il doit avoir un rôle là-dedans. Si vous avez des gens motivés, moi, idéalement pour moi, si demain l'IHE dit, voilà, on va soutenir ce programme avec des ressources pour faire des vrais stages dans les programmes Smart City. Et on va continuer à l'appuyer dans ce sens, quoi. Et là, vous allez voir des étudiants qui seront productifs, qui vont savoir produire des supports, produire des appels à projets et répondre à des appels à projets, pardon, et produire des cahiers de charges, et ça va leur servir par la suite dans leur cursus. Donc, ceux ou celles qui sont intéressés, je fais un appel, ils doivent prendre contact avec nous. Tout est ouvert, hein, par rapport aux infos. Vous pouvez d'ailleurs, on peut publier par la suite les contacts, numéro de téléphone, les mails, tout ce qu'il faut. Et ils doivent intégrer les cellules Smart City locales, parce que chacun doit aller dans sa région, quoi. Et justement, c'était ma question, surtout pour les jeunes qui veulent intégrer le Smart City local. Donc, ils peuvent vous contacter à travers, je pense, les différentes, soit parfait. Je pense, j'ai vu le site tout à l'heure, donc à travers le site, à travers, je ne sais pas, les moyens qui peuvent être utilisés pour pouvoir vous contacter. Il n'y a pas de souci, on les met en relation avec les gens qui portent. D'accord. Et peut-être eux, ils vont pouvoir récupérer le lead là-dessus, quoi. D'accord. Donc, j'ai une autre question de Zidi, à savoir comment la Smart City assurera-t-elle le développement économique durable en premier lieu sur la ville en question et en deuxième lieu sur le pays lui-même? Alors, le développement économique durable, c'est à travers les axes déjà, là où cette ville, comme on l'avait dit tout à l'heure, là où cette ville excelle ou se développe convenablement, pour pas employer le mot excellence, quoi. Donc, si on est bien chez nous, on travaille dans un secteur porteur chez nous, on se déplace convenablement grâce à la Smart City, on est sécurisé, entre guillemets, grâce à la Smart City, on mange bien, nos enfants
sont éduqués dans des établissements bien équipés, bien encadrés. Tout ça, ça crée justement cette atmosphère et cette ambiance de développement économique qui est durable finalement, parce que ça incite les gens à y rester, à s'installer, mais encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, ça incite les talents à venir de nos territoires. Et le fait d'accueillir des talents et d'accueillir des compétences et d'accueillir, entre guillemets, des gens qui peuvent rehausser le niveau du développement au niveau de la ville, ça ne peut que assurer un développement économique durable pour le territoire en question. Nous, on voit par exemple, on a un exemple concret, quoi. Il y a des gens qui créent des unités industrielles très importantes dans une région comme Bizerte, mais ils ne peuvent pas habiter à Bizerte, malheureusement. Ça, c'est un gros problème. Ils habitent à Gamart, ils habitent à la Marsa, ils habitent à Tunis, j'en sais rien, quoi. Des gens, ils font des activités, ils créent des grosses unités à Nfida, par exemple, ils habitent, ou à Kérouan, ben, ils habitent à Hammamet, quoi. Ils ne peuvent pas habiter à Kérouan parce qu'il n'y a pas ce qu'ils attendent. Donc, ça aussi, la Smart City va assurer un cadre de vie adéquat pour que ces gens-là puissent s'installer dans le territoire. Et l'importance de la Smart City, la richesse de la Smart City, c'est, premier lieu, c'est dans les talents et dans les compétences. Et c'est là où on a un gros travail à faire, quoi. Merci beaucoup. Donc, il y a une autre question, c'est de Rada. Comment les citoyens des petites villes vivent-ils avec le changement induit par les développements des villes intelligentes? Alors, pour les villes intelligentes, il n'y a pas de grandes villes ou des petites villes. Une petite ville ou une moyenne ville doit créer son propre modèle pour qu'elle soit elle aussi intelligente et qu'elle soit elle aussi connectée à une grande ville par rapport aux besoins. Excusez-moi de vous interrompre, je pense que les petites villes, c'est par rapport à la population, je suppose. C'est ce qu'elle veut dire par là. Oui. Quand on est une communauté de 1000 personnes ou de 100 000 personnes, on peut, entre nous, à notre niveau, à notre échelle, créer notre propre écosystème intelligent, notre propre économie circulaire, notre propre mode de collecte des déchets. Peu importe la taille, il va falloir qu'on trouve notre équilibre et notre harmonie. L'intelligence, elle n'est pas dans la technologie, forcément. C'est ça, c'est le gros problème est là, quoi. Parce que tout de suite, on pense que c'est la data, c'est les données, c'est le truc, c'est les drones, c'est la voiture électrique. Non, ça, c'est ce qu'on nous vend. Nous, on s'en fout de ce qu'ils vendent. Nous, on a envie d'avoir un smart village. Et un village intelligent, pour moi, personnellement, c'est un village déjà qui est beau, quoi. Qui est beau. Il y a des animaux, ok, d'accord, mais les animaux ne mangent pas dans la poubelle, quoi. C'est-à-dire, c'est basique, quoi, ce que je vous dis d'abord. Après, un village intelligent aussi, il est bien éclairé. Il y a une harmonie dans les façades. Un peu ce qu'on voit dans les villages quand on traverse les paysages européens ou les paysages américains d'une manière générale, quoi. Donc, du coup, ça commence par là déjà. Nous, dans nos paysages, tu trouves un village, mais t'as pas envie de prendre un café, quoi. Tellement c'est moche déjà, quoi. J'en suis pas à un lampadaire intelligent ou à de la caméra ou à de la connectivité. Ça, à la limite, c'est pas grave. Mais déjà, il n'est pas beau. Donc, le premier travail à faire, quelle que soit la dimension ou la taille de la ville, pour répondre à Rada, Rao, c'est un travail sur soi-même et un travail avec la communauté pour rendre le cadre de vie d'abord beau. يطيب فيها العيش voilà une ville يطيب فيها العيش معناتها من بعد لا تكنولوجيا وحكايه الاخرى الكل تجي au fur et à mesure c'est un outil qui manipule l'ordinateur pour parler avec vous, c'est aussi ça, quoi. Bon, je vais terminer et clore toute donc cette partie au niveau des questions par la dernière question, à savoir celle de Ekram Ben Hassan. La ville intelligente soulève une problématique importante de restructuration des villes du fait de ses fonctions transversales et de la place centrale que la technologie numérique y occupe. Mais alors, comment identifier ces particularités et anticiper les impacts sur la vie des citoyens et sur les politiques urbaines? D'accord. Alors, là, on est pile poil
dans une logique, je vais prendre cette. J'espère que ces questions on va les retrouver quelque part parce que c'est intéressant, c'est très intéressant comme question. On pose ces questions parce que dans nos têtes et dans nos réflexions, la ville intelligente, c'est le numérique. Nous, si on a réussi à monter et à transformer l'initiative Smart City, qui est une petite initiative citoyenne au départ, en programme national, c'est qu'on ne raisonne pas technologie. C'est qu'on ne parle pas avec les maires de technologie, forcément. On parle 20% de technologie, 30% de technologie. On évoque ces problèmes de tous les jours, de propreté, d'aménagement, de superposition de réseaux, d'énergie, de mutualisation de frais, de mutualisation de services, de fiscalité municipale. C'est ça la Smart City pour nous. C'est l'urbanisme. Après, la technologie, c'est un truc qu'on va acheter chez Carrefour pour nous. Un ordinateur, je vais l'acheter chez Carrefour. Un logiciel, je vais le commander, quoi. Et c'est pour ça que, madame, excusez-moi, juste pour Ikram Ben Hassan. Elle pose cette question. Parce que c'est vrai qu'il y a des fonctions transversales dans la ville. C'est une complexité, elle est trop compliquée, la ville, en soi, dans son fonctionnement. Donc, pour nous, aujourd'hui, dans les programmes d'aménagement ou de renouvellement urbain qu'on propose dans les villes existantes, la ville pourrait se construire sur elle-même. Donc, on n'est pas forcément dans une logique d'étalement ou d'extension. Donc là, pareil, on arrive à maîtriser. Est-ce que vous pouvez me remettre la question, s'il vous plaît, parce qu'il y a la dernière partie qui m'intéresse aussi, quoi. Donc du coup, toute la partie qui concerne le numérique et toute la partie qui concerne la technologie, on va essayer de l'orienter comme nous on veut et non pas on va essayer de l'utiliser telle qu'elle nous est présentée, quoi. Quand je parle tout à l'heure de schéma directeur d'infrastructure numérique, c'est à nous de décider comment on va utiliser sur notre territoire et comment on va orienter ces infrastructures numériques sur nos territoires, quoi. Et non pas l'inverse, quoi. Après, elle me dit, Kalam, mais alors comment identifier ces particularités et anticiper les impacts sur la vie des citoyens? Quand finalement, toi, tu maîtrises l'extension de ton territoire, eh ben, tu vas identifier les particularités de ces problèmes et tu vas pouvoir y anticiper. Quand tu connais, tu sais que par exemple, ta ville va s'étendre à tel endroit. Tu vas arriver avec un FI 80 ou un FI 60 pour l'eau. Tu vas arriver avec le FI, le X terabits de câbles. Tu vas pouvoir connecter ta ville par rapport à des besoins que tu as prédits ou que tu as prévus déjà. Et non pas l'inverse, quoi. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on arrive au problème que décrit Ekram, Madame Ekram, parce que de toute façon, on subit le développement de nos villes. On fait des plans d'aménagement de régularisation, pas des plans d'aménagement de développement. Et je vais essayer de finir par ça, puisqu'on est en école qui fait aussi du business quelque part. Un plan d'aménagement d'une ville, s'il n'est pas raisonné en tant que chiffre d'affaires prévisionnel pour une ville, on ne peut pas fonctionner, quoi. On ne peut pas dessiner un plan et faire ici du R+4 et du R+5 sans avoir un nombre de populations prévisionnelles et sans imaginer, entre guillemets, une notion liée au PIB local. Le PIB local, aujourd'hui, le gouvernement ou les gouvernements ne veulent pas trop entendre parler de ça parce que ça a d'autres impacts, quoi. Et donc, du coup, si aujourd'hui les communes et les collectivités vont pouvoir raisonner, même en interne, combien génère notre territoire en chiffre d'affaires si on accueille 10 000 habitants par an? Combien on génère si on pousse la ville à être à l'horizon 2050 à 1 million d'habitants? Quelles ressources on aura? Quel investissement on doit faire? Quel est le délai d'amortissement de ces investissements? Tout ça, c'est des éléments qui sont très importants, qui doivent intégrer le développement des collectivités locales, parce que de toute façon, ils ne peuvent pas fonctionner avec les ressources qu'on a aujourd'hui. Quand je vois une ville comme Bizerte, qui a 200 000 habitants, on va dire,
avec 20 millions de dinars de chiffre d'affaires pour une municipalité. C'est normal, 20 millions de dinars, moi je m'estime heureux qu'à Bizerte, ils peuvent récupérer la poubelle une fois par jour, quoi. Je suis heureux. Parce que les gens, ils ne comprennent pas ça. Ils pensent que 20 millions de dinars, 200 000 habitants, c'est beaucoup, quoi. 20 millions, dont la moitié, c'est des salaires. L'autre moitié, c'est des frais de fonctionnement et 15 points d'investissement sur quoi? Tu vas investir sur quoi sur un territoire de 400 km², quoi. Et donc ça, il faut que le modèle change. Les villes ne peuvent pas fonctionner de cette manière. C'est pour ça qu'on leur propose cette méthodologie dans le programme Tunisian Smart Cities, ce qu'on appelle la municipalité productrice de richesse et non pas et des territoires producteurs de richesse et non pas des territoires qui dépendent de subventions de l'État. Au contraire, chaque mètre carré doit apporter de l'argent dans une collectivité. Chaque projet dans la collectivité, publique, privée, peut intégrer éventuellement la municipalité. Donc la municipalité peut être porteuse de projets, peut être développeur de projets et peut être incubateur de projets. Et c'est ça en fait l'idée qu'on véhicule à travers l'initiative Tunisian Smart Cities. Merci beaucoup, Borhene. C'est très gentil de votre part d'avoir répondu pratiquement, on va dire plus ou moins à tout le monde, parce que là, l'heure c'est l'heure, et je sais qu'il y a d'autres questions qui ont été posées, mais quand même, je m'excuse déjà pour les personnes à qui on n'a pas pu répondre, ou bien oui. Je peux répondre sur le site, sur la page directement, quoi. Voilà, donc vous les posez, je réponds directement dessus. D'accord, merci beaucoup. Sinon, je vous remercie pour cette belle présentation aussi, pour le temps alloué aussi. Sinon, je vous laisse le mot de la fin. Voilà. Le mot de la fin, j'ai publié hier un petit post qui résume un peu le mot de la fin pour moi parce que c'est très important pour nous. Je disais que, bon, bien sûr, Ba'ad Eid comme Mabrouk ou Snin Daima, qu'on a vécu cette année donc un Ramadan qui est un peu dur avec un arrière-goût de Corona. C'est historique, donc 3 mois mémorables. Il a eu sa petite expérience. Absolument. On aura 3 ans très durs, mais très intéressants à l'Ipchiji. Donc, en un siècle, on vit une pandémie. Moi, tous les heureusement pour nous. Donc, soyons parmi celles et ceux qui transforment les menaces en force et les difficultés en opportunités. Ça, c'est le premier message. Soyons unis, soyons confiants, soyons créatifs, soyons solidaires et souriants. L'avenir nous appartient et c'est à nous de se prendre en main. Donc, à un certain moment, l'autonomie, la souveraineté, souveraineté alimentaire, souveraineté numérique, souveraineté énergétique. Et donc, c'est des questions, il va falloir se les poser au niveau des foyers, au niveau de la ville et au niveau du village et au niveau du pays, quoi. Et c'est comme ça qu'on doit bâtir notre pays avec cette nouvelle réflexion, quoi, avec cette nouvelle approche. Absolument. Mais encore, merci beaucoup. J'ai vraiment aimé le sujet. C'est quelque chose de très important. Yatak Saha. Espérons vous revoir très bientôt. Et merci beaucoup. Yatak Saha encore une fois. Merci. Et à très bientôt. Merci beaucoup. Yaïsek, merci. Allez, bye bye. Ciao, ciao. Bonne journée. Merci.